Et bien ça y est, nous en sommes rendus au troisième volet de cette grande saga sur la glycémie pour répondre à la fameuse question: pourquoi est-ce que j'ai la glycémie élevée? Alors dans le premier volet on a abordé les réponses alimentaires, dans le deuxième on a abordé les réponses non alimentaires plutôt du côté du mode de vie, et dans le volet d'aujourd'hui, le dernier volet, on va aborder tout ce qui est cas particulier et exception. Et pour le cas où vous n'auriez pas eu votre réponse dans cette vidéo, un live arrive, pareil, sur le thème de la glycémie. Donc avant de regarder cette vidéo quand même, je vous invite à aller faire un tour du côté de la vidéo 1 sur les facteurs alimentaires et de la vidéo 2. Et si vraiment vous n'avez pas eu votre réponse, eh bien bienvenue dans cette vidéo là, parce qu'elle risque d'être un peu longue. Cette vidéo sera chapitrée pour que vous puissiez naviguer dedans et trouver ce que vous voulez. Bref, si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas me laisser un petit mot dans les commentaires, soyons fous. Et allons-y pour les exceptions et les cas particuliers. Le premier que je vais aborder, un des plus simples mais souvent vous l'oubliez, c'est le cas des règles. Il y a une partie des femmes, pas toutes mais quand même une bonne partie, qui au moment où arrivent leurs règles ou un petit peu avant, vont avoir tendance à avoir la glycémie plus élevée. Souvent c'est plutôt quelque chose qui nous affecte au début de l'adaptation, mais pour certaines personnes il arrive que ça se prolonge quand même après. En fait c'est pas très grave et il s'agit jamais d'augmentation complètement folle. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui avait toujours une glycémie dans les 78-80, ben là vous pouvez être plutôt dans les 85-90. C'est pas des glycémies qui vont monter à 100, 105, 110 mg par décilitre, mais c'est quand même des glycémies qui peuvent être un peu au-dessus de ce que vous avez d'habitude. C'est normal hein, parce que nos hormones sont interconnectées entre elles sont tricotées entre elles, et puis pour les femmes durant le cycle on a des variations, des œstrogènes, de la progestérone, et ça se répercute aussi sur notre glycémie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines femmes ont aussi plus envie de sucre, parce que avoir la glycémie plus élevée, ça veut dire aussi avoir une adaptation un petit peu moins solide, à être un peu plus en mode glucogénique, et c'est ça qui peut vous faire revenir des envies de sucre. Alors il n'y a pas grand chose à faire, mais ce que je vous invite à faire quand même, c'est d'augmenter les matières grasses pendant cette période, juste pour ne pas encourager le mouvement si vous voulez, pour freiner un petit peu et éviter justement de finir par céder à ces envies de sucre. Deuxième cas, celui-ci beaucoup plus complexe, c'est le cas des réactions histaminiques. Alors, une réaction histaminique, c'est quoi? C'est une réaction du système immunitaire qui réagit à quelque chose. Ça peut être alimentaire, ça peut être environnemental, ça veut dire que ça peut totalement être un aliment, mais ça peut être autre chose, ça peut être des poils d'animaux, ça peut être des acariens, ça peut être des moisissures, ça peut être le rhume des foins. Tout ça, en fait, peut faire réagir votre système immunitaire et provoquer des réponses d'histamine. Et ces réponses histaminiques s'accompagnent assez fréquemment de montée de glycémie. Alors cette fois-ci on parle de montée de glycémie un peu plus sévère. On n'est pas sur des glycémies autour de 85-90, on est sur des glycémies qui vont vraiment monter au-dessus. Elles peuvent monter dans les 95, ça peut être plus fort, ça peut vraiment être des pics, et ça dépend de l'intensité de votre réponse d'histamine. Ça dépend de si vous avez mangé cet aliment une fois, ou une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça dépend de combien vous en avez mangé, ça dépend du temps auquel vous avez été en contact avec l'allergène, la quantité. J'aurais pu mettre ces réactions histaminiques dans les facteurs alimentaires, mais comme les causes ne sont pas seulement alimentaires, voilà, j'ai préféré le mettre dans les exceptions. Mais néanmoins, il y a des aliments qui peuvent être totalement ok en diète cétogène sur le papier. Ça peut être des aliments qui en apparence ont l'air totalement inoffensifs, mais qui en fait vous provoquent des réactions d'histamine, soit parce que ces aliments contiennent de manière notoire de fortes quantités d'histamine, soit parce qu'ils vous provoquent à vous de la production d'histamine. Ça, c'est des mécanismes un petit peu compliqués. Si vous voulez aller plus profondément dedans, j'ai fait une vidéo entière qui est dédiée à ces mécanismes. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il est possible de réagir à des aliments qui sont en apparence inoffensifs. Je vais prendre les exemples les plus connus en diète cétogène, l'avocat. L'avocat est un aliment qui contient quand même beaucoup d'histamine, et même si c'est une des stars, un des rois des assiettes et des repas en diète cétogène, et bah si ça se trouve, il ne vous convient pas. Quand j'ai en coaching une personne qui semble avoir des réponses d'allergie bizarres alors qu'il fait tous ses repas bien, je vais commencer par lui faire tester l'avocat. Ça peut être le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf fait partie des aliments notoirement histaminiques. Ça peut être les épinards, ça peut être le citron, ça peut être les épices. Ça peut être également tout ce qui est viande et poissons fumés, saumon fumé, jambon fumé, charcuterie fumée. Vous allez avoir tous les fruits de mer. Et puis vous allez avoir les aliments qui ne contiennent pas particulièrement d'histamine, mais pour une raison mystérieuse et injuste, vous faites une réaction histaminique à ce produit, soit parce que vous l'avez trop consommé, soit pour d'autres raisons. Parfois ça s'explique pas totalement, mais à vous, ça vous provoque des montées de glycémie. Ces réactions d'histamine
souvent, pas tout le temps mais souvent, peuvent s'accompagner d'autres symptômes, ce qui vous aide à repérer que c'est ça. C'est-à-dire que ça peut s'accompagner d'une sensation de chaleur, ou d'une sensation de picotement, ou de mucus, démangeaison, de grattement, enfin, tout ça je vous en parle dans la vidéo sur l'histamine, mais c'est des symptômes qui peuvent se corréler si vous pensez que peut-être vous faites une réaction histaminique. Si vous avez en plus d'autres petits symptômes, ça peut vous aider à vous orienter là-dessus. Attention, c'est possible que vous n'ayez pas de symptômes non plus. C'est pas si facile. Mais bref, si vous pensez que c'est possible que vous ayez des réponses d'histamine, il va falloir travailler un petit peu en enquête avec votre lecteur de glycémie. Alors, on m'a posé la question dans une autre vidéo, comment on procède si c'est comme ça? Premièrement, il faut évincer l'aliment que vous soupçonnez. Vous l'évincez pendant un minimum de 4 jours. Vous observez votre glycémie pendant ces 4 jours. Si la glycémie s'améliore, bon déjà vous avez un indice. Si absolument rien ne change, bon vous avez un indice aussi que c'est peut-être pas lui, mais si vous le soupçonnez quand même, vous pouvez passer à l'étape 2 qui est de faire un test de glycémie. Donc vous allez réintroduire cet aliment, mais vous ne le réintroduirez pas au milieu d'un repas. Vous allez le réintroduire tout seul. Je vais prendre l'avocat, vous allez attendre un goûter vers 16h30, vous avez bien fini le repas de midi depuis longtemps, la glycémie est bien redescendue. Vous prenez votre glycémie, vous mangez l'aliment tranquillement sans vous presser, et puis vous reprenez votre glycémie toutes les demi-heures pendant 2 heures pour voir ce qui se passe. Si vous avez une réponse d'histamine, en fait c'est simple, la glycémie elle va monter très fort et elle va pas redescendre au bout de 2 heures, ou difficilement, ou alors ça sera pas très satisfaisant comme redescente, et souvent je vous disais c'est des montées qui sont fortes. C'est des montées, vous étiez à 80, puis d'un coup vous êtes à 95, 100, 105, et ça c'est des montées qui sont typiques de leur réponse d'histamine. Alors, ne faites le test que si votre glycémie était bonne au démarrage. Parce que si elle était déjà perturbée au démarrage et que vous faites le test par derrière, vous saurez pas correctement interpréter les résultats. Voilà comment vous pouvez faire votre test. Donc vous faites pareil. Si vous soupçonnez par exemple le blanc d'œuf, ben vous allez consommer 2 blancs d'œuf par exemple avec un petit peu de beurre et regardez ce qui se passe. Des épinards avec un petit peu de beurre et regardez ce qui se passe. C'est comme ça qu'on procède si on veut vraiment identifier un aliment. Et par là-dessus se rajoute une autre difficulté qui est que c'est possible que ce soit pas que un seul aliment. Donc pour résumer sur l'histamine, c'est soit un aliment qui est histaminique en soi, soit un aliment qui n'est pas histaminique et normalement il fait pas vraiment chier, mais à vous il vous pose problème. Parfois vous le savez parce que c'est comme ça depuis longtemps, parfois vous l'ignorez et c'est pour ça que c'est compliqué en fait. Il y a des gens qui ont laissé des commentaires désagréables sur mes vidéos en disant que je disais n'importe quoi, mais en fait ces personnes-là ne comprennent pas que moi j'essaye de faire le tour de tout ce qui peut stimuler des montées de glycémie et que tout le monde ne va pas cocher toutes les cases. Enfin, visiblement il y a des personnes qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Bref, ceux qui sont sujets à des allergies comme les acariens, les moisissures, les poils de chien, les poils de chat, ou comme moi les pollens, ben vous avez certainement remarqué que pendant les crises, vous avez des glycémies très élevées. Et pendant la période où vous avez les pollens, où vous êtes sensible, votre glycémie est en moyenne plus élevée. Moi ça c'est pareil, je le comprenais pas à cette période, je le comprends mieux maintenant. Alors il y a une technique qui existe pour savoir si c'est ça. C'est de prendre un antihistaminique et de voir si du coup en prenant l'antihistaminique en fait votre glycémie arrive à redescendre. Ça vous donne un indice si c'est ça, mais je vous conseille de vraiment ne le faire que si vous êtes complètement dans l'incompréhension, parce que prendre des antihistaminiques entretient la porosité intestinale et c'est le fait d'avoir de la porosité intestinale qui fait que vous avez ces réponses. Donc en fait le serpent se mord la queue. Il faut vraiment si vous êtes allergique éviter de prendre des antihistaminiques. C'est pour ça que je vous la donne cette solution, mais je l'aime pas beaucoup et je préfère vous mettre en garde là-dessus. J'entends d'ici les gens sauter au plafond et hurler. Je vous invite ceux-là à aller voir le podcast que j'ai fait avec Stéphanie et qui explique bien cette histoire d'effet rebond. Quand on commence à jeûner, que ce soit un jeûne long de plusieurs jours ou un jeûne intermittent, au début on est très content parce qu'on a l'impression que ça remet tous les taux dans l'ordre. Ça fait descendre la glycémie, ça fait monter la cétonémie, tout le monde est content. Au bout d'un moment en fait, parce que chez de nombreuses personnes, la qualité d'adaptation n'est pas solide et que ça la dégrade encore, premièrement, ça va faire un effet rebond, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont pratiqué des jeûnes, soit d'une journée, soit de plusieurs jours, en fait quand vous reprenez à manger, vos taux sont déréglés comme avant, voire pire. Soit pour les personnes qui font du jeûne intermittent, et ça c'est très fréquent, typique chez les femmes qui ont tendance à faire du jeûne intermittent le matin, jeûner jusqu'au repas du midi, qu'en fait non seulement la glycémie est pas terriblos au réveil, c'est pas catastrophique mais c'est pas terrible, mais en plus ça fait que augmenter le long de la journée. Pourquoi? Ça je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais c'est parce que vous êtes
catabolique. En fait, vous n'êtes pas en train de dégrader des acides gras et d'être en cétose profonde, vous êtes en train de dégrader des acides aminés de vos muscles, donc vous êtes catabolique, vous n'êtes pas spécialement cétogénique, vous dégradez votre qualité d'adaptation, vous êtes en train de dégrader des muscles. Tout ça, je vous en parle dans cette vidéo, je vous y renvoie si vous voulez, mais ça c'est une cause typique de glycémie élevée et c'est particulièrement flagrant chez les femmes qui font du jeûne intermittent le matin de manière chronique, de manière quasiment quotidienne. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est jamais quelque chose qui se voit sur le moment. Quand vous faites du jeûne long, c'est normal que la glycémie soit basse, c'est normal que la cétonémie soit élevée, mais en fait, normalement, si votre métabolisme fonctionne bien, si votre adaptation est profonde, vous devriez avoir ces chiffres-là en mangeant. Si ça se passe pas, c'est qu'il y a d'autres mécanismes en œuvre et qu'il y a d'autres blocages à l'œuvre. Le fait de jeûner plus souvent ne va pas être une solution pour réguler ça. Et le jeûne intermittent non plus. Quatrième cause possible de glycémie élevée, et notamment de glycémie élevée le matin à jeun, c'est paradoxalement l'hypoglycémie. Parce que certaines personnes ont la glycémie qui est pas forcément élevée tout le temps, mais qui est plutôt instable, c'est-à-dire que parfois elle est basse, parfois elle est haute, et en fait les gens qui ont comme ça la glycémie instable et déréglée, très souvent quand ils arrêtent de manger, c'est-à-dire pendant la nuit, bah, la glycémie va descendre et en fait au moment où elle descend trop bas par rapport à ce qui est le seuil de sécurité du corps, bah, le corps en fait panique et fait remonter la glycémie à grands coups de cortisol. Ça, le docteur Mercola l'a très bien expliqué dans la vidéo que j'ai commentée. S'il y a une chose qu'il a correctement expliquée, c'est celle-là. La seule chose que je lui reproche, c'est d'avoir présenté ça comme quelque chose d'inhérent à la diète cétogène, alors que ça ne l'est pas. Cette glycémie qui se dérègle, qui va trop bas et qui remonte, n'est pas normale. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler, c'est quelque chose qu'il faut résoudre, parce que sinon vous ne pourrez pas avoir une solide qualité d'adaptation. Quand vous avez ce genre de descente puis de remontée, souvent c'est accompagné d'un réveil, micro-réveil ou plus gros réveil. Parfois, ça arrive, il y a des personnes qui se réveillent pas vraiment ou alors qui ne se souviennent pas qu'elles sont réveillées. Je dirais que ce genre de cas, c'est un peu le seul des cas où je trouve intéressant d'utiliser un capteur. Les capteurs, vous savez, de glycémie dans le bras, je n'aime pas beaucoup parce que c'est pas précis, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup plus d'erreurs qu'avec le lecteur de glycémie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le rythme parce que peu importe qu'elle a été précise ou non, si vous avez un décrochage, c'est-à-dire une baisse trop forte suivie d'une remontée, vous savez que vous avez eu un problème d'hypoglycémie et du coup que le cortisol a fait remonter votre glycémie ensuite et vous savez que vous avez un problème parce que si vous vous rendez compte que pendant 15 jours, ça arrive toutes les nuits, plusieurs fois par nuit, vous savez sur quoi vous devez travailler. Et souvent, ça fait des glycémies qui le matin sont trop élevées, alors c'est pas des glycémies à 100 ou à 110, mais c'est quand même des glycémies qui sont un peu hautes, autour de 85, 90, voire 95. Ce qui est compliqué avec la nuit et avec les réveils la nuit, c'est qu'il faut arriver à déterminer si le fait que vous vous réveillez la nuit, c'est dû à ces espèces de baisse de glycémie suivie de pics de cortisol et de montée de glycémie, ou si c'est dû à des dérèglements du cortisol. Dans les deux cas, la glycémie est trop élevée le lendemain, mais c'est pas les mêmes problématiques et on les traite pas de la même façon. Vous voyez, en fait, dans le premier cas, dans le cas d'une baisse puis d'un pic, on est sur quelque chose de glycémie déréglée. Dans le cas du cortisol, on est sur tous les facteurs que je vous ai expliqués dans la vidéo numéro 2, c'est pas la même chose et il faut bien faire la distinction entre les deux. Autre cas de figure exceptionnel qui peut expliquer une glycémie plus élevée que d'habitude, là ça va cette fois-ci s'appliquer si d'ordinaire vous connaissez votre moyenne, vous savez que par exemple vous êtes toujours autour des 75, 76, 77 et que d'un coup vous avez une glycémie qui a changé du jour au lendemain, c'est plutôt dans les 90, 95, souvent ça va s'accompagner aussi d'une cétonémie qui est plus basse. Là, ça peut être simplement le cas de votre corps qui est en train de combattre un petit virus et de votre système immunitaire qui est en alerte. Et comme je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos, qui dit système immunitaire en alerte, dit aussi glycémie plus élevée que d'habitude. Et ça, en fait, souvent, vous ne le comprenez pas parce que vous dites « oui, mais je suis pas malade ». Mais oui, mais c'est parce que la maladie et ses symptômes, c'est la fin du truc, c'est quand vous avez perdu la bataille en fait, et que vous tombez malade. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, sans même que ça vienne à votre cerveau, il y a plein de fois où votre système immunitaire fait barrage. Il y a plein de fois où où votre système immunitaire combat des virus, combat des infections. Et en fait, ces jours-là, vous pouvez ne pas le sentir. Vous pouvez parfois être un peu fatigué, ou avoir des gros coups de barre, ou avoir besoin d'une sieste, ou vous sentir un petit peu moins bien que d'habitude, un peu moins frais que d'habitude, un peu moins de bonne humeur que d'habitude.
puis ça passe, parce que votre corps a gagné la bataille. C'est comme ça que ça se passe en fait quand on a un système immunitaire en bonne santé, c'est que bah oui, on a des variations d'énergie, mais on tombe rarement malade. Ça veut pas dire qu'il se passe rien, ça veut pas dire qu'il y a aucun virus qui vient, et ça veut pas dire qu'il y a jamais d'agression. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand votre système immunitaire mène cette bataille silencieuse, bah ça va affecter vos taux. Et ça peut durer un certain temps, hein. Moi je me souviens très bien de cet épisode, en février de ma 2e année en diète cétogène, j'avais eu pendant plusieurs semaines, je crois 4 voire 5 semaines, une glycémie qui était plus élevée, une glycémie qui était vraiment plus élevée que d'habitude, voilà, dans les 95, même 99 je me rappelle, et puis une cétonémie qui était en dessous de 1. Alors ça, on vous dit dans les manuels que ça suffit pour considérer qu'on est en cétose. Moi je savais très bien, hein, que oui, il y a de la cétose, mais je savais très bien que quelque chose n'allait pas par rapport à d'habitude. Pendant cette période, j'avais eu un coaching avec Stéphanie qui m'avait dit tu es sûrement malade, et je dis mais non, je suis pas malade. Et en fait, au bout de la 5 ou 6e semaine, je suis tombée malade, j'ai pécho une énorme grippe, et en fait à l'époque j'en avais parlé à mon médecin qui m'avait dit mais c'est tout à fait possible que le corps se batte pendant plusieurs semaines. Enfin en plus, à l'époque je travaillais à la Vie Claire à temps plein, il y avait plein de gens malades, il y avait des gens malades dans mon équipe, il y avait des gens malades dans les clients, et en fait mon corps a tenu jusqu'à un moment où il a plus tenu. Alors quand vous tombez malade, vous dites ah bah oui ça y est je suis malade, et vous comprenez vos taux. Mais parfois quand vous tombez pas malade, vous ne faites pas la corrélation. Donc il faut penser à cette éventualité quand vous avez des taux qui sont très inhabituels par rapport à vos moyennes. Mais ça nécessite quand même de connaître ces moyennes. Je vais développer ce truc-là, parce que là je vous ai parlé d'une infection qui est ponctuelle, mais en fait ça s'applique quand même aux affections qui sont plus grandes. Si je prends le pire, quelqu'un qui va être affecté d'une maladie grave, très grave, ou d'un cancer, bah ces personnes-là en fait, l'inflammation elle est constante, et l'inflammation elle est élevée. Surtout si ces personnes elles vont rentrer dans des traitements qui sont forts, auxquels le corps réagit de la manière où il peut, il est fort probable que vous ayez, même quand vous faites tout bien, une glycémie qui est quand même plus élevée, une cétonémie qui est plus basse. Enfin là, c'est juste normal, c'est dû à la circonstance, c'est dû à l'état d'inflammation, c'est dû à ce que vous êtes en train de subir et que votre corps subit et qu'on vous impose. Enfin là il faut être indulgent en fait, il faut pas, je pense, viser la perfection des taux, enfin si vous l'avez tant mieux, et puis c'est bien aussi de chercher à faire les choses bien, de chercher à être en cétose profonde, de chercher à faire le mieux pour votre organisme, mais si vous faites tout bien et que vous n'y arrivez pas, faut aussi être indulgent envers vous-même et comprendre qu'il y a des circonstances qui font que les taux parfaits, pour vous c'est pas tout de suite, pour vous c'est plus compliqué, et que ça va mettre plus de temps à arriver, même si ça arrivera quand même à un moment ou à un autre. Autre gros chapitre sur les cas particuliers que j'aurais pu ouvrir au début, hein, je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait, j'aurais peut-être pu commencer par là, mais finalement je finis par là. Ça va être les erreurs des lecteurs de glycémie. Alors je suis quand même bien placée pour le savoir, parce que dans ma carrière entre guillemets de cétogène, j'ai eu 7 lecteurs de glycémie. Il y en a eu beaucoup qu'on m'avait donné, ou que j'avais récupéré de copines qui avaient été enceintes et qui étaient en fait données à l'hôpital ou je sais pas quoi, avec des bailleurs, des trucs qui étaient vraiment pas bien. Non. Il y a eu beaucoup de poubelles au début qui eux vraiment les lectures étaient catastrophiques, et puis après j'ai commencé à avoir des lecteurs un petit peu plus sérieux, un petit peu plus chers aussi, avec des mandelettes plus chères, mais avec des résultats un petit peu plus cohérents. J'ai eu un Freestyle Optium qui était mon lecteur le plus fiable. J'ai eu un premier Keto Mojo, puis j'ai eu un Go Keto, et puis récemment vous avez vu je me suis acheté un Keto Mojo. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'avais envie de faire très sérieusement une série de tests comparatifs. J'avais constaté qu'avec le Go Keto, il y avait quand même des incohérences, des fois des lectures qui étaient vraiment du n'importe quoi, et je me suis dit, j'avais plus mon premier Keto Mojo, je vais racheter un Keto Mojo, racheter des bandelettes et faire méthodiquement, sérieusement, tout un tas de tests tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. C'est le moment aujourd'hui de vous donner mes conclusions. La première chose que je dois vous dire, c'est que absolument tous les lecteurs font des conneries, font des erreurs, font des lectures incohérentes à un moment ou à un autre, c'est juste que c'est pas toujours au même moment, et c'est inévitable. Le Go Keto en fait, le Keto Mojo en fait, le Freestyle en faisait aussi, même à son époque, même si c'était moins souvent, mais je veux dire, ils en font tous. Néanmoins, c'est important de dire que les lectures complètement incohérentes, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas si souvent que ça. La plupart du temps, les deux lecteurs, ils concordent à peu près dans ce qu'ils disent. Néanmoins, j'ai quand même remarqué une tendance. La tendance, comme je vous l'avais déjà dit, parce que je l'avais déjà pressenti, les lectures du Go Keto sont légèrement plus hautes que celles du Keto Mojo, je dirais de 0,3 au-dessus. C'est-à-dire que quand par exemple vous avez un 4,6 mmol par litre avec le Go Keto, et bah souvent sur l'autre, sur le Keto Mojo, vous allez avoir un 4,3 mmol par litre. En milligrammes par décilitre, ça voudrait dire que quand vous avez un 86
mg par décilitre de ce côté, vous avez plutôt un 80 de ce côté. Néanmoins, c'était pas tout le temps le cas, parce que des fois, j'avais des lectures plus hautes sur celle-ci, plus basses sur celle-ci, et pourtant, j'ai fait mes tests à chaque fois en utilisant la même goutte de sang. C'est-à-dire que je prenais une goutte de sang que j'utilisais pour celui-là et pour celui-là pour être sûr de pas faire de conneries. Parce que c'est vrai que chaque goutte de sang est différente et que c'est pour ça que quand vous repiquez, parfois vous avez des lectures qui sont différentes de ce que vous avez eu la première fois. Parfois il y a des gens qui m'envoient des mails pour me demander ce que je recommande. Franchement, je peux pas vous répondre, ça dépend de vous. Je dirais si vraiment je devais trancher, que le Keto Mojo va peut-être au plus juste. Je dirais que le Keto Mojo a peut-être un peu moins de variance, va peut-être le plus souvent au plus juste des lectures, mais en fait le Go Keto il est quand même très bien aussi. Et il est quand même un petit peu en moins cher parce que les bandelettes elles sont quand même relativement moins chères. Vous trouvez les deux sur le site de Keto Fit Shop. Vous avez moins 10% sur les deux et sur les bandelettes des deux avec mon code SUPERKETO10. Mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Celui-là, c'est un peu moins cher. Celui-ci, c'est un tout petit peu plus juste sur la glycémie. J'aime bien le fait que y a des bandelettes d'une couleur pour la cétonémie, des bandelettes d'une couleur pour la glycémie. Les bandelettes sont emballées chacune dans un truc, ce qui énerve certaines personnes. Mais en fait, comme ces bandelettes, elles sont très très sensibles à l'air, ça évite que vous foutiez en l'air tout un pot de bandelettes parce que vous l'avez laissé ouvert, comme ça m'est arrivé. Moi j'ai un TOC, je suis incapable de refermer correctement les pots, les bouchons, les bouteilles, les trucs. Je laisse immanquablement les trucs ouverts, c'est plus fort que moi. Et j'ai saccagé comme ça plusieurs bouteilles de bandelettes à cétonémie qui sont les plus chères et je m'en suis vraiment mordu les doigts. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils emballent leurs bandelettes individuellement, c'est pour éviter qu'elles s'abîment comme ça à l'air. Mais je veux dire, avoir l'un ou l'autre, c'est bien, les deux sont bien. Et de toute façon, vous n'éviterez pas les incohérences qui arrivent de temps en temps. Donc tout ça pour vous dire que si d'habitude vous avez des taux complètement normaux et puis qu'un jour, bim, vous avez un truc complètement déconnant, enfin moi il m'est arrivé d'avoir des sueurs froides des fois parce que je voyais s'afficher un 6 sur mon lecteur de glycémie alors que j'avais rien fait de mal, évidemment quand c'est un truc aussi énorme, vous savez que c'est une connerie, vous reprenez une lecture et vous apercevez qu'effectivement c'était une erreur. Mais enfin, comme des fois l'erreur est moins haute, moins forte et moins criarde, on a tendance à oublier que le lecteur, des fois, il peut se tromper. Moi, je vous recommande de manière générale de pas prendre 30 000 lectures. C'est pas parce que vous n'avez pas été content de votre taux ce jour-là qu'il faut le reprendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Déjà, vous allez vous énerver, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Voilà, c'est dommage. Acceptez que la glycémie et la compréhension de la glycémie, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs semaines, avec du recul, avec un lissage, et pas forcément au cas particulier. J'ai envie de dire, les seules fois où on a vraiment besoin que ça soit précis et que ça se trompe pas, c'est quand on fait des tests pour isoler un aliment, comme je vous expliquais dans le cas de l'histamine. Et là, c'est vrai que c'est énervant quand le lecteur se trompe, mais comme vous faites plusieurs prises, une prise toutes les demi-heures, si le lecteur il fait un truc déconnant, vous allez le voir. Et comme je vous le disais, une glycémie de réponse d'histamine forte, c'est une glycémie qui monte et qui redescend vraiment pas tout de suite, qui monte vraiment vraiment fort et qui redescend vraiment vraiment pas tout de suite. Donc même si votre lecteur s'est trompé à un moment donné, vous saurez analyser les résultats. Et puis voilà, si vous avez vraiment des cas pratiques qui vous échappent, gardez-les pour le live. Soit vous me transmettrez vos questions dans la partie communauté quand j'annoncerai le live, soit vous m'enverrez vos questions sur Instagram, soit vous êtes sur le live et on en parlera. Mais en fait, ce live il va être là pour les cas pratiques, ce live il va être là pour analyser les glycémies que vous comprenez pas. Et c'est vrai que c'est bien que vous soyez là parce que souvent je vais vous poser des questions sur votre contexte. Analyser une glycémie sans avoir d'éléments de contexte, c'est pour ainsi dire impossible. Voilà, je vais finir en vous disant qu'il y a des cas où vous ne comprendrez rien. Il y a des cas où, en fait, tout ça vous semblera très ésotérique. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, ma vidéo d'il y a 1 an ou 2 ans sur l'enfer de la glycémie, où pendant plusieurs semaines, j'avais des glycémies de diabétiques que je ne comprenais absolument pas. Bon, vous verrez que des fois, en fait, ces trucs-là nous échappent totalement, et c'est quand même important de pouvoir lâcher prise. À un moment, en fait, c'est pas normal de se retrouver à avoir les doigts criblés de petits points marrons parce qu'on s'est piqué 40 fois chaque doigt et qu'on continue à s'énerver et à pas comprendre. Enfin, il y a un moment où moi, je vous ai toujours encouragé à regarder vos résultats et à essayer de les comprendre et à essayer d'en tirer des choses pour orienter vos stratégies. Mais quand vous comprenez rien, lâchez prise, venez en discuter avec moi sur le live, on se amusera bien avec tout ça. Bon, j'espère avoir fait le tour d'à peu près tous les cas
particuliers qui peuvent se produire et augmenter votre glycémie, mais il se peut que j'en ai oublié. Si c'est le cas, faites-le moi s'il vous plaît savoir dans les commentaires, ou gardez-moi votre question pour le live. J'en profite pour vous dire que dans ce live, je ferai gagner une visio de 30 minutes en posant une question secrète. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé la série de vidéos sur la glycémie, je vous en prépare une sur l'acétonémie, et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis prévenu, vous êtes bien trop brutal.